pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que nous sommes sur Terre? Pour quel objectif sommes-nous là? Vous savez, pourquoi on peut l'écrire de deux manières. On peut l'écrire en un seul mot, P-O-U-R-Q-O-I, ou bien pourquoi? Dans quel but? Pour quelle raison? Eh bien, nous allons essayer, avec cette promenade dans le parc de Versailles, de comprendre pourquoi nous sommes ici sur Terre et quel bonheur nous pouvons tirer de ce passage entre notre naissance et ce qui nous ramènera dans l'origine de l'endroit d'où nous venons. Pourquoi commencer notre visite par la pièce d'eau de Neptune? Si Louis XIV commençait sa visite avec le potager du roi et descendait donc sur la gauche quand on a le château dans le dos, eh bien nous commençons par la droite. Louis XIV est le seul à avoir décrit les visites des jardins de Versailles tels que le nôtre les a composés. Le nôtre était jardiniste. Le jardiniste, c'est celui qui conçoit le jardin pour lui conférer une compréhension, pour qu'il dise quelque chose. Le but du parc de Versailles, c'est de nous transmettre un message, le message de la vie, le message du sens, le message de la raison d'être. Le nôtre était dyslexique, c'est-à-dire qu'il ne nous a laissé aucun écrit, ou presque, aucun dessin, ou presque. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec son esprit, avec son intelligence, avec son intuition. Il sentait les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des éléments de la visite de Versailles consistent à nous faire comprendre qu'en fait, c'est en ressentant les choses que l'on trouvera la meilleure solution à toutes les questions que nous nous posons. Les marmoussets, ce sont ces petits anges, ces petits enfants que nous connaissons, qu'on appelle aussi des amours. L'allée des eaux est bordée de marmoussets. Ces marmoussets sont posés sur de la pierre. La signification de cela, c'est que de l'origine des temps, l'humain est né du minéral. Ces petits enfants, pour l'instant, ils ont les pieds figés dans la terre. Et si vous regardez le petit nœud qu'il y a ici, autour du ventre de l'enfant, eh bien, il est au niveau du 3e chakra. Et si vous continuez, vous allez vous apercevoir qu'il est au niveau maintenant du 4e chakra. Et en montant encore au 5e chakra, celui du plexus. Nous sommes en train de découvrir ici que nous avons une condition de ressenti. Regardez ces enfants. Le premier a la bouche fermée, le deuxième a la bouche ouverte. Il parle, il s'exprime, peut-être même qu'il chante. Les marmoussets nous rappellent notre condition humaine. De la condition minérale, nous avons évolué vers la condition animale. Nous, les hommes, nous sommes aussi des animaux, nous sommes des mammifères. Et donc, le nôtre ici nous indique cette évolution avec ces petits enfants satyres dont le bas du corps est constitué de pattes de chevreau. Et puis, cette condition, elle va encore évoluer vers une condition humaine où nous avons notre constitution complète d'enfants, nus d'abord. Alors la nudité, elle est représentée ici par des feuilles de vigne ou de lierre, suivant les cas. Et puis le nôtre va nous montrer qu'en fait, nous avons
des sens. Ici, la musique, avec la flûte de Pan. Ici, la flûte normale. Nous soufflons dans une flûte normale. Elle est absente des mains de cet angelot. Et puis vous allez voir que nous allons même bientôt danser et apprendre à nous servir de notre corps, à comprendre et à observer. Ce que nous conseille André Le Nôtre, c'est de prendre conscience de notre corps, de prendre conscience, de réaliser ce que nous sommes, comprendre ce dont nous avons besoin, ce qui va nous nourrir. Donc, la première observation, c'est que pour vivre, il faut se nourrir. Et pour se nourrir, il faut aller pêcher et il faut chasser. Nos marmoussets sont devenus de grands enfants, de plus grands enfants, qui chassent pour se nourrir. Quand on chasse, il faut être observateur, mais il faut être prudent également. Donc, nous apprenons aussi ici la prudence, la peur, le refus ou l'acceptation. Regardez cet enfant, ce marmousset qui s'inquiète de ce qu'il voit. Et cet autre qui regarde de près, et cet autre qui les retient tous les deux pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Regarde, observe l'oiseau, ressens-le, comprends-le, respecte-le. Regarde comme le monde est beau. Regarde aussi que tout n'est pas facile. Sois observateur. Découvre et comprends la sagesse. En remontant l'allée des eaux, nous observons des taupières. Les taupières, ce sont ces arbres taillés. Ce sont des ifs en boule, en cloche, en pointe. Nous les appelons des taupières. L'art taupière consiste à donner une forme symbolique à un arbre pour qu'il nous ramène à d'autres idées, à d'autres réflexions. Vous voyez que les marmoussets ici commencent à être habillés. Ils étaient nus et maintenant, voilà qu'ils deviennent civilisés. On va cacher la nudité de chacun d'entre eux. Petit à petit, c'est notre réalité. Nous atteignons la fontaine de la pyramide. Laissez-moi vous décrire la fontaine de la pyramide et tout ce qu'elle suggère de la vie sur Terre. Ici, tout est résumé. Dessinée par Lebrun et sculptée par Girardon, la fontaine de la pyramide exprime les 4 niveaux de la création dans laquelle nous évoluons. En effet, comment se connaître soi-même si l'on ne prend pas la peine d'observer et de comprendre le monde qui est immédiatement autour de nous et qui nous entoure? Qu'est-ce qui nous alimente? Qu'est-ce qui alimente nos énergies? Dans la symbolique des nombres, le 4, appelé carré matière, représente la Terre. La fontaine de la pyramide présente des tritons à queue double. Les tritons, ce sont ces personnages que vous avez tout en bas au bord de l'eau. Le triton est à l'eau ce que la salamandre est au feu. La salamandre, vous savez, c'est ces petits lézards noirs et jaunes dont on dit qu'il peut traverser le feu. C'était l'emblème de François Ier. Mais revenons à la fontaine de la pyramide. Dans la mythologie, le triton est un hybride composé comme une sirène du haut d'un corps humain et dans sa partie inférieure d'une queue de poisson. Les 4 tritons de la fontaine de la pyramide ont des queues doubles. C'est une manière d'annoncer que l'homme de désir, celui qui s'imprègne de la création,
passera de la matière, le nombre 4, à son complément naturel, la spiritualité, le nombre 8. Le 8 se dessine avec 2 cercles disposés en miroir. La lumière se reflète. Le 8 symbolise l'amour cosmique, l'amour du ciel, l'amour total, l'amour parfait, l'amour inconditionnel qu'il convient bien entendu de différencier des autres amours, Eros et Agapé. Le second étage de la pyramide représente des dauphins. Ce mammifère symbolise des états intermédiaires que l'homme doit traverser pour atteindre le niveau des dauphins. Pourquoi a-t-on placé des écrevisses à ce 3e niveau? Voilà qui est bien étonnant, des écrevisses. La réponse se trouve chez les peintres au siècle d'or néerlandais. Effectivement, chez les calvinistes, la représentation de Dieu est interdite, elle est proscrite. Les peintres n'ayant donc pas le droit de représenter le divin, vont utiliser l'écrevisse pour représenter Dieu. C'est un code tout à fait dans l'ordre de la symbolique. En partant de l'eau qui donne la vie et en utilisant respectueusement la terre avec le souci de nous élever spirituellement, c'est-à-dire dans notre tête, mieux qu'intellectuellement, parce que la spiritualité, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est penser en réfléchissant à notre raison d'être. Revenons sur la question des écrevisses. Que viennent-elles faire ici? En fait, l'écrevisse est un animal qui se cache dans les trous profonds et qui vit dans l'eau douce. Ce qui veut dire que nous devons désormais quitter le monde des océans que nous avons connu tout en bas dans le bassin de Neptune pour remonter vers la source qui est ce Graal, qui est cette quête, ce vase merveilleux de la raison de vivre. Un calice de la vie situé au 4e niveau de la fontaine et enfin à notre portée. Que signifie cet indice? Tout simplement que Dieu est énergie. Il est en nous. Nous sommes tous là. La fontaine de la pyramide se reflète dans l'eau du bassin. C'est pour nous rappeler que ce qui est en haut est identique à ce qui est en bas. Tout ce qui est minusculement petit est exactement identique à ce qui est immensément grand. Nos atomes et la façon dont ils fonctionnent peuvent être comparés au système des étoiles du ciel. En jetant un regard autour de la fontaine, nous observons la réalité concrète de la Terre dont chacun de nous est un élément constitutif. Le nôtre dispose 24 statues autour du château, toutes distinctives de ce qu'est la vie sur Terre. Nous avons donc à chaque fois 4 statues qui représentent les 4 éléments. 4 autres représentent les continents. 4 autres représentent les tempéraments d'Hippocrate. Ces derniers les organisent dans une géométrie parfaitement distincte, de la chaleur au lymphatique, au bileux et au mélancolique. Au pied du flegmatique, vous trouverez une tortue. Dans toutes les civilisations du monde, la tortue représente le carré de ses 4 pattes, donc la matière, surmontée de la coupole du ciel. Le ciel et la terre sont réunis dans un seul animal, la tortue. Voici l'Asie. Dans la série de 4 des arts, nous avons ici le poème satirique. 4 saisons. Voici l'hiver. Vous voyez que l'hiver, comme les autres statues, se trouve dans une alcôve
Voici l'été avec son attribut, non plus de feu, mais de blé. C'est la récolte. Le blé va permettre de faire la farine et le pain qui va nous nourrir. Devinerez-vous la saison que représente cet homme? Oui, bien sûr, la récolte du vin, c'est à l'automne. Voici l'automne du parterre de Versailles. Je vous présente la terre avec ses attributs. La terre est féminine, elle est mère, elle porte l'abondance des fruits, elle porte les animaux dont nous avons bien entendu la représentation du roi. Le roi des animaux, c'est le lion. Nous sommes toujours dans la découverte de la vie sur Terre. Sur Terre, il y a le jour, mais il y a aussi la nuit. Je vous présente la nuit, avec ses étoiles dans la main. Et puis, à son pied, quel est l'animal symbolique de la nuit qui nous tourne le dos? La chouette, le hibou, animal nocturne qui voit le jour comme la nuit. Dans les 4 grandes heures du jour, nous avons à gauche le soir et Diane la chasseresse, et à droite l'heure de midi. Tout mérite notre regard, tout mérite notre admiration, notre compréhension. Pourquoi y a-t-il 4 heures dans une journée? Pourquoi vivons-nous sur une planète avec 4 continents? Pourquoi avons-nous la chance de vivre 4 saisons, de vivre 4 arts principaux? Voilà ce que nous enseigne en ce début de visite du parc de Versailles le regard, l'idée de chercher le détail à découvrir pour notre émerveillement. Je vous présente l'Europe parmi les continents. Voici l'Amérique avec son Indien et son alligator. Voici le continent africain, l'Afrique avec ses lions. Et puis ce chapeau d'éléphant, le corbeau, c'est l'animal le plus intelligent que nous connaissions, avec peut-être le dauphin. Lorsque nous savons observer la beauté du monde qui nous entoure, regardez-les comme ils ont l'air heureux et riches. Cérès et ses angelots, ils sont émerveillés par la lumière du soleil, émerveillés par la richesse du blé, des fleurs, de la beauté, de la récolte de toutes choses. Apprenons tous à récolter la beauté du monde. La beauté, nous pouvons l'utiliser pour nous nourrir, mais il nous est même donné d'en profiter juste pour ce qu'elle est. La beauté est gratuite. La beauté est une merveille. La plus grande des beautés, c'est celle de la terre, c'est nous-mêmes. Maintenant que nous avons cheminé et observé la réalité matérielle qui nous entoure, je vous emmène dans une allée un peu plus sombre qui va nous faire découvrir le principal, car le principal est très souvent caché. Ébloui par la lumière, ébloui par la beauté du monde, je vous emmène maintenant sur un autre chemin, un peu plus sombre, pour aller faire la découverte des découvertes. Le nôtre a conçu tous ces bosquets, toutes ces organisations pour nous présenter la vie qui nous anime, la vie qui nous entoure. Nous sommes dans l'objectivité. Mais qu'y a-t-il au bout de ce chemin? Au bout de ce chemin, Encelade, c'est ce que vous voyez, cet or qui sort des cratères et du volcan. Regardez ce porche qui nous accueille. Qu'y a-t-il dans ce cercle mystérieux
est-il au centre de ce cercle mystérieux? Quel est cet homme qui sort du volcan, qui semble souffrir, mystérieux? Contre quoi se bat-il? Je vous présente la fontaine d'Encelade. Nous voici arrivés au terme d'une première partie de notre voyage, celui de la vie. Nous avons fait la connaissance du monde, nous avons fait la connaissance de notre inconscient. En tout cas, nous avons réalisé qu'il existait et nous voici arrivés sur le bassin d'Apollon. Rembrissant de puissance, Apollon a attelé ses chevaux. Et tous ici sont en train de gagner, de sonner de manière tonitruante avec leur trompe le bonheur de l'homme qui a compris sa raison d'être, qui va pouvoir la partager avec son entourage, avec son environnement. L'homme devient puissant quand il est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il peut réaliser avec les autres. Quand il a compris qu'il s'est incarné sur Terre pour lui-même. Car ici, nous sommes vraiment à l'apogée de la porte de Socrate et de Platon surtout. Nous sommes ici au sommet de la pensée platonicienne où finalement tu connaîtras l'univers des dieux, c'est-à-dire tu connaîtras toutes les énergies et la raison d'être de ce monde d'énergie dans lequel nous sommes, lorsque tu auras compris qu'en fait nous sommes le monde, nous le créons tel que nous le voyons, nous le vivons dans notre cœur et dans notre âme lorsque nous réalisons que nous sommes sur Terre, que nous sommes nés, car c'est nous qui sommes nés, et c'est nous qui finalement mourrons un jour. C'est nous qui pourrons regarder ce que nous avons réalisé sur Terre pendant notre passage. Ce n'est pas triste la mort, c'est juste comprendre que nous sommes venus faire la découverte d'un monde de finitude. C'est-à-dire que tout a un début, tout a une fin, et c'est à nous de nous habituer à ce début et à cette fin. On commence l'école, on finit l'école. On commence le week-end, on finit le week-end. On commence un livre, on finit un livre. Tout a un début et une fin. Et dès que vous accepterez, comme je l'ai fait, l'idée que tout a un début et une fin, vous connaîtrez un bonheur que je vous laisse admirer ici. Entre le ciel et la terre, au son de la musique des hommes et de la terre, au son de l'eau, l'eau qui nous constitue à 99,9% de notre corps. Continuons notre voyage dans la géométrie sacrée en développant cette connaissance à la fois matérielle, intellectuelle et spirituelle, celle de l'esprit. Si l'esprit rejoint le corps, nous sommes heureux parce que nous pouvons nous développer individuellement, nous-mêmes, et puis avec les autres. Et c'est le cœur de ce que je vais vous apprendre avec ces ateliers sur la géométrie sacrée pour tous, comme base de tout ce qui existe autour de nous et comme base d'ailleurs de tout ce qui a été créé par l'homme en termes de philosophie, en termes de religion depuis des milliers d'années. Car la géométrie sacrée, c'est la base des religions et des philosophies. C'est la base de notre vie. C'est ce qui nous permet de comprendre que la matière et l'esprit ne sont qu'un. C'est ce qui nous permet d'être équilibrés et heureux entre enfants, entre adolescents, entre adultes. Alors, retrouvons-nous et commençons notre travail. À bientôt!